Bienvenue. Ah oui. Merci de votre présence et merci aussi aux amis qui ne vont pas pratiquer dehors pour venir m'écouter. Je suis très touchée. Donc, journée internationale du yoga. Il y a 10 ans, 2015, le thème qui avait été retenu ici, au Centre Védantique, c'était l'unité dans la diversité. Et Swami Vitamohananda s'exprimait sur l'intégration et la nécessité de cette intégration de tous les systèmes appelés yoga, et que Gretz était un lieu ouvert à toutes les traditions. Vous voyez la définition qu'il donnait du yoga, que chaque tradition ou école de yoga donne de l'importance à sa façon de pratiquer, mais qu'en fait le yoga, c'est le yoga universel, celui qui nous aide à progresser dans la vie de tous les jours. Et c'était la raison d'être de cette journée mondiale du yoga qui avait été lancée par Ayush, le ministère chargé de développer un certain nombre d'aspects de systèmes de médecine dans lesquels le yoga se trouve intégré. On y reviendra plus tard. À l'époque, Swami Vitamohananda avait demandé à quelques responsables de fédérations de yoga françaises de participer à cet événement. Et ce qui a été fabuleux, c'est que ces fédérations qui ne se parlaient plus se sont retrouvées ici pour chacune apporter ses spécificités et surtout partager ses points communs. Donc on avait la FFHY, la FIDI, la FNE, l'IFI et bien d'autres organisations et participants individuels. Et ça avait été un très bel événement. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour passer à la suivante. Je vais peut-être lancer. Voilà. 10 ans après, donc il y a 10 ans, ça s'appelait l'unité dans la diversité. 10 ans après, c'est devenu un festival du yoga. Naren m'a appelé en me disant, voilà, on souhaiterait que les personnes qui étaient là il y a 10 ans participent également. Bon, je ne voyais pas bien ce que j'allais venir faire ici, sachant qu'il y a des représentations déjà de pratiques très intéressantes. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que c'était l'opportunité de faire un point sur ce qui s'était passé dans ces 10 années, mais aussi de l'élargir pour montrer ce qui est universel dans le yoga qui existe depuis des millénaires, puisque Swami Atmarupananda, dans le document qui est associé à la présentation de ce festival, nous invite à faire résonner cet esprit d'unité et de fraternité dans une célébration collective de cette discipline millénaire. Bon. Et dans un monde où la paix est essentielle et l'unité, de partager au travers de cette communauté qui se constitue les valeurs universelles du yoga. Alors cet esprit d'unité et de fraternité, on le sent bien ici, dans l'ambiance qui y règne, la chaleur de l'accueil, le fait que les participants qui ne se connaissent pas se croisent en se souriant ou échangent à table. Donc il y a une grande ouverture avec des courants très très différents. Après, cette vision pour le yoga dont nous avait parlé Swami Vitamohananda il y a 10 ans, ce yoga universel applicable à tout le monde et dans tous les moments de la vie, qu'est-il devenu ? Le yoga est mort, vive le yoga. Je me suis dit que c'était un bon thème pour illustrer cette évolution, parce qu'on l'utilisait, en fait, cette phrase, au moment de la succession, lorsqu'un roi de France décédait, et qu'il était remplacé par son successeur. C'est un événement qui était à la fois physique, parce qu'il y avait une mort corporelle, mais également symbolique. Parce que qu'est-ce que ça signifiait ? C'était une période qui s'achevait et une nouvelle qui se préparait, sur laquelle on ne savait absolument pas comment elle allait évoluer. En plus, si la mort était soudaine ou si la mort était attendue, les conditions étaient également différentes. Donc ça veut dire qu'on était dans un moment d'incertitude, mais en même temps, il y avait une célébration dans la confiance pour fêter l'arrivée du nouveau roi. D'où le choix de ce thème, le yoga est mort, vive le yoga. On a connu un certain type de yoga il y a des années et il est en train de se transformer. Donc, qu'est-ce que le yoga ? Si je vous posais la question, on n'est pas nombreux, donc on pourrait presque se livrer à l'exercice, mais chacun donnerait sa définition
qui est absolument personnel en fonction de son chemin de vie, même si au fond, le yoga que l'on partage est exactement le même au fond de notre cœur. Et ces valeurs universelles, sont-elles les mêmes pour nous? Et ce sont des valeurs qui sont localisées, qui dépendent du continent sur lequel on habite, qui dépendent de la façon dont on a été élevé, ou est-ce que c'est une base commune, fraternelle et confraternelle à l'humanité? Comment est-elle intégrée maintenant dans les évolutions que l'on a connues au cours des 10 dernières années, mais en fait au cours des 200 dernières années sur les évolutions majeures? Et nous, qui disons que nous pratiquons le yoga, mais quel yoga pratiquons-nous? Et comment le pratiquons-nous? Est-ce qu'on s'interroge là-dessus? Alors moi je suis associée au travers de la fédération, enfin d'une des fédérations représentées ici, la FIDI, à l'Union européenne de yoga. Et en 2019, on s'était posé la question, qui avait été posée à toutes les fédérations, aux délégués, etc., de qu'est-ce que le yoga? Donc vous voyez, c'est à peu près le genre de réponse qu'on pourrait obtenir également ici si on faisait un sondage parmi les participants à ces journées. Évidemment, le premier point qui sortait, c'était l'union avec la source, le fait d'unir, de joindre et d'intégrer. Et les effets transformateurs de la prise de conscience de tous les aspects de l'individu, un mode de vie pratique qui n'est pas en fait un soulagement temporaire. On ne va pas pratiquer le yoga pour une raison utilitaire, mais en fait on pratique le yoga pour ensuite se transformer et pas seulement sur le tapis ou dans la salle de méditation, ce qui est très important. Donc un développement personnel, une responsabilisation de chacun, une autonomie, mais également pour le bénéfice de la personne, mais de la société à laquelle il contribue. Enfin, il ou elle contribue, je veux dire, il pendant le... Voilà. Donc, quand on entre en yoga, si on décide d'y rester, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, ça veut dire qu'on va explorer cette philosophie. Pour moi, le yoga est une philosophie, et une pratique qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Je me suis amusée aussi, en 2015, ici, c'était l'unité dans la diversité, qui était le thème que Swami Vivekananda avait retenu. Mais vous voyez, entre 2015 et 2025, c'était les thèmes qui étaient proposés officiellement par Ayush, donc le ministère en charge du yoga en Inde. Et vous voyez bien que ce sont des thèmes, justement, sur l'individuel, mais l'individuel au sens de développer une bonne santé, développer une façon de s'intégrer correctement dans la collectivité, mais ensuite le vivre ensemble, le partage et le fait de transformer la société rien qu'en œuvrant pour elle. J'ai mis sur la droite les thèmes l'Union européenne de yoga organise un congrès chaque année pendant une semaine en Suisse, à Zinal, dans les Alpes suisses. Et donc les thèmes, et là on voit qu'il y a deux familles, c'est-à-dire exactement, alors évidemment c'est juste un exemple, mais c'est histoire de montrer les évolutions. Il y a également des thèmes qui portent sur l'individu et sur sa place dans la société, sur la façon dont il contribue dans le monde contemporain, mais il y a aussi beaucoup de thèmes qui portent sur les textes fondateurs du yoga, donc la philosophie du yoga et comment cette philosophie, cet amour de la sagesse va nous transformer. Ça, c'est une évolution qui date des 10 dernières années. Le congrès de Zinal, l'Union européenne de yoga, existe depuis 1971-72. Dans les 15 premières années, tous les congrès portaient vraiment sur les textes philosophiques, avec des études approfondies. Il n'y avait pas cette notion de l'individu et sa place, sa transformation par le yoga. Alors, le yoga, c'est un système de pensée et de pratique corporelle, bien sûr, qui date de au moins 2-3 millénaires, voire plus, ça dépend comment c'est présenté. Et comment on peut relier ça à l'interprétation moderne de ce système. Il y a eu beaucoup de transformations au cours du siècle dernier et on va
on va les balayer. Bon, j'aurais pu, quand Naren m'a demandé d'animer un atelier, enfin de présenter quelque chose, j'aurais pu organiser un atelier de pratique à 100%, pranayama ou de la méditation, etc. Et je me suis dit que peut-être c'était l'opportunité de se mettre en témoin et de réfléchir, parce que bon, on a plein d'offres de pratiques sur ces 2 jours et demi, et de réfléchir au point de vue qu'on a sur le yoga et au point de vue que le monde a sur le yoga, dans ses différents aspects. Alors, comment est-ce qu'on étudie le yoga aujourd'hui ? Historiquement, c'est vrai qu'au départ, les gens qui étudiaient le yoga, c'était des études religieuses et historiques, autour de l'histoire, autour de la philosophie indienne, autour de l'histoire des religions ou des religions comparées. Beaucoup aussi d'études des langues, donc c'était l'étude des textes à travers le sanskrit, la philologie. Il y avait également un peu de sociologie et d'anthropologie du yoga, mais c'est quelque chose qui s'est, je trouve, beaucoup développé ces dernières années, au cours de cette décennie. Et c'est ça qui est justement assez fabuleux. Son adaptation dans les sociétés occidentales, puisque le yoga est indien au départ, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit toujours, et il a été introduit en Occident, en Europe et aux États-Unis, et a été complètement transformé, on va en parler plus tard. Donc cette mondialisation, la transnationalisation du yoga, et puis également les événements historiques qui dans le temps ont fait qu'il y a eu d'un seul coup un point de passage et une transformation assez importante de la façon dont le yoga est perçu et pratiqué. Et puis on voit maintenant arriver, enfin je parle pour notre monde occidental et je parle pour la France, surtout je ne parle pas forcément de ce qui, on va en parler plus tard de ce qui se passait en Inde. L'étude en psychologie et en neurosciences, il y a beaucoup de travaux sur les effets de la méditation, il y a beaucoup de travaux sur yoga et pleine conscience, qui est un mouvement qui a pris maintenant une visibilité, c'est dans le public. Vous parlez à quelqu'un de yoga, les personnes vous disent « oui, moi je pratique la méditation en pleine conscience et ça a changé ma vie ». Alors parce que par sa simplicité et sa facilité à l'appliquer partout. On a également, mais ça j'en parlerai pas énormément, mais en termes de médecine et de santé publique, alors il y a le yoga d'un côté, dont on sait bien qu'il nous donne une bonne santé, ça c'est la base, le fondamental. Eva Rushpol, qui était ma première formatrice en yoga, disait le yoga c'est pour les gens en bonne santé. Ceux qui ont une mauvaise santé, ils font tous leurs meilleurs efforts pour pouvoir ensuite pratiquer comme les autres, parce qu'à partir du moment où on est en bonne santé, là on peut atteindre d'autres stades du yoga que si on est dans les douleurs ou l'anxiété, la dépression, etc. Évidemment, ça se transforme en un yoga thérapeutique, ce qui est une très bonne chose. Et on a vu le développement de la yoga-thérapie. Alors en France, c'est pas reconnu, même s'il y a des yoga thérapeutes, sauf si vous êtes médecin, comme par exemple le docteur Lionel Coudron, qui lui peut transmettre la yoga thérapie, ou Bernard Bouanchot, par exemple, qui enseigne la yoga thérapie, mais avec association avec un médecin indien d'ailleurs. Par contre, il y a des pays dans lesquels la yoga thérapie fait officiellement partie du système de santé. L'Inde, bien entendu, mais par exemple la Suisse ou l'Allemagne ou la Slovaquie. Enfin voilà, ça c'est des sujets dont on peut discuter au sein de l'Union européenne de yoga, puisque ce sont des fédérations qui représentent différentes nationalités. Donc il y a quand même des sociétés dans lesquelles le yoga est d'ores et déjà intégré comme un outil de bien-être et de développement de la santé. Et puis on a, très intéressant, les sciences du sport et de l'éducation physique qui, sous les aspects biomécaniques, sous les aspects de pédagogie, les aspects des effets psychologiques et physiologiques, s'intéressent au yoga comme à toute discipline transformatrice du physique, au sens, du corporel au sens physique et mental. Également en émergence, en interdisciplinarité, des études plus approfondies sur les pratiques contemplatives, et puis
qu'est-ce que cette culture média et digitale qui a explosé en particulier depuis les événements du Covid, comment le yoga est intégré, pris en compte par cette culture, dans un sens positif comme dans un sens négatif, et on y reviendra plus loin. Alors, mon opinion là-dessus, c'est que je trouve que ces travaux ne sont pas assez connus ou pas assez rendus publics. On aurait vraiment à gagner, parce que c'est évidemment dans les milieux professionnels, les personnes qui sont au yoga et puis qui sont curieuses de ça, sont informées, mais dans le grand public, non, c'est pas assez connu, parce que le yoga, il est toujours présenté, enfin souvent présenté de manière très anecdotique, sur la performance, etc. Donc cette ouverture au public, il faut la développer. Et il faut se réjouir de l'ouverture de nouveaux champs d'analyse du yoga. Donc on a vu sur quoi on peut s'appuyer. Alors, j'ai oublié, je crois que j'ai une diapo qui ne devrait pas être là, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, on a des études sociologiques, des travaux universitaires, des textes et des traductions, des rencontres, des entretiens, des événements, voilà, qui nous permettent de recevoir de la connaissance au niveau du yoga. J'ai certainement oublié, c'était juste un échantillon rapide pour montrer en France, au niveau des études religieuses, sociologiques ou plutôt à composante médicale, des exemples de laboratoires ou de centres de recherche qui travaillent dessus. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, sur la première partie, études, disons, au sens classique du terme, du yoga. Voilà ici ces 4 ouvrages qui ont été publiés donc, dans les 20 dernières années. Et il y en a d'autres, c'était juste pour illustrer le point. Sont des ouvrages qui quand même ont transformé, on est d'accord ou pas avec les thèses qu'ils amènent, mais qui ont transformé en partie la réflexion sur le yoga. Alors, le plus général, c'est ce 2021, l'encyclopédie du yoga publiée par Isée Tardan-Masquelier, qui est une somme considérable de les connaissances sur l'histoire du yoga, sur sa pratique, et qui comprend, entre autres, une nouvelle traduction des Yoga Sutras, enfin d'une partie des Yoga Sutras de Patanjali par Jean-Michel Cresméas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours des gens qui s'intéressent, qui se plongent dans les textes, merci Rodolphe, qui se plongent dans les textes et qui se donnent la peine de partager avec les autres ces paroles de sagesse. Et puis, on a les 3 autres études qui sont un peu d'un autre domaine. Si on prend en 2004, alors celle-là j'aime beaucoup, c'est un anthropologue. Et un anthropologue, tu le connais personnellement ? Peut-être, non. Et un anthropologue qui, justement, s'est intéressé à analyser ces insectes intéressants que sont les organisations de yoga, les pratiquants de yoga, et qui a posé beaucoup de questions sur la légitimité de la façon dont on décrit le yoga, justement. Parce que lui, avec son regard d'anthropologue, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis absolument pas spécialiste, mais il trouvait beaucoup de biais, de failles, etc., dans la façon dont ça pouvait être interprété, ou au contraire, il amenait des pistes sur... le yoga, il s'est transformé et ça serait intéressant de réfléchir là-dessus. Puisque maintenant le yoga c'est une icône de la culture indienne, mais aussi c'est une icône de la culture mondiale, on peut le dire. Et il est considéré comme, il est toujours présenté comme étant intemporel, immuable, inchangé, etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Comme disait le Bouddha, je crois, il y a que le changement qui change pas, quoi. Le mot changement qui change pas. Le reste, évidemment, se transforme obligatoirement. Et donc, c'est considéré comme la première étude ethnographique sérieuse du yoga dit moderne. Parce que pour ça aussi, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que le yoga moderne en Inde. Et une étude qui se veut scientifique, au travers de cette transformation du yoga en une activité populaire, idolâtrée pour sa valeur sanitaire, bien sûr, et qui repose sur des idées modernes apportées par la science et en particulier par la médecine. Donc, en 2004 également, Elisabeth de Michelis a publié une histoire du yoga moderne. Donc elle, c'est aussi très intéressant parce que c'est un ouvrage d'histoire sociale et religieuse qui propose une typologie du yoga. Alors,
On est d'accord avec, on n'est pas d'accord avec, peu importe. L'intérêt, c'est que des gens se soient penchés sur la pratique du yoga pour essayer de déceler quelles sont les tendances et comment ce yoga évolue dans une population qui n'est pas la population des Indiens du Moyen-Âge, qui n'est pas la population des Indiens du 19e siècle, voilà, qui change. Donc, ce livre, il a suscité beaucoup d'intérêt. Par sa définition, beaucoup de rejet aussi, et par son analyse du yoga moderne. Et puis, 2017, donc là je vous ai mis juste Roots of Yoga, les racines du yoga, publié par James Mallinson et toute l'équipe, mais qui vient alors je pense que c'était la première fois, Rodolphe, tu sauras peut-être, mais je pense que c'est la première fois que l'Union européenne finançait un projet de 4 ans, Delia, un projet de 4 ans, The Hatha Yoga Project, qui réunissait, alors je crois malheureusement qu'il y avait un seul Indien, 2 Indiens de Pondichéry et 4 chercheurs occidentaux. Parmi lesquels une ethnologue, anthropologue, Daniela Bevilacqua, qui a apporté cette composante et ce regard nouveau sur les pratiques du yoga. Et ils avaient des objectifs très très ambitieux, c'est-à-dire de revisiter les textes dits les grands classiques du yoga, sur lesquels repose beaucoup de formations d'enseignants de yoga, donc indirectement la façon dont ensuite les pratiquants de yoga vont être formés par leurs enseignants. Alors, évidemment, au bout en 2015-2020, et donc ils ont publié des éditions critiques, des traductions annotées, de 10 textes sanscrits sur le Hatha Yoga, 4 monographies, une série d'articles de revue, des chapitres de livres, des entrées d'encyclopédie. Et ce que j'ai appris dernièrement, mais je n'ai pas la connaissance exacte de comment ça a évolué, il y a eu une association avec Yoga Alliance, qui est une grande organisation internationale qui gère différentes organisations pour participer à la formation des enseignants de yoga ou à leur formation continue. Et donc ce travail aurait eu un impact et aurait amené cet organisme à revoir, en partie évidemment, le contenu de la formation qui est dispensée dans leurs écoles ou dans leurs centres. Voilà. Bon, j'en sais pas plus, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça serait intéressant de se pencher sur le sujet pour savoir quels sont les points exactement qu'ils ont sortis de la Hatha Yoga Pradipika, de la Gheranda Samhita, et puis d'autres textes que je ne connaissais absolument pas, et comment ils ont transformé ça en une méthode, dans une application éducative, pédagogique. Voilà. Alors il y avait aussi en 2001, là je ne l'ai pas mentionné, mais il y avait une publication d'articles qui commençait à analyser la typologie des pratiquants de yoga, du pratiquant très physique au pratiquant très méditant, au pratiquant spirituel, etc. Voilà. Mais je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait ça. Donc ça c'est récent. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de rebalayer avec vous, là, cette fois-ci, dans un ordre chronologique, le yoga dans le temps, pour que ça nous donne une idée quand même de comment la perception, comment le yoga lui-même a évolué. 1500, dans la période préclassique, même dans le Rig Veda, un des 4 Védas, il est dit que la réalité est une, bien que les hommes sages en parlent de différentes manières. Bon, c'est normal, dès qu'il y a manifestation, chacun adapte à sa façon. Mais en tout cas, c'est première mention du yoga, mais du yoga au sens du joug auquel est soumis l'homme et sur lequel il doit, l'humain, et sur lequel il doit travailler pour son évolution personnelle, spirituelle. Les Upanishads, des textes très importants sur la spiritualité, puisque on aborde maintenant le yoga en tant que comment travailler sur le contrôle des sens, le contrôle de son esprit, ou le yoga en tant que méditation sur le Brahman, méditation sur le soi, sur l'unique. Voilà. Et puis, on est passé ensuite dans la période de la Bhagavad Gita ou des Yoga Sutras de Patanjali, qui sont maintenant beaucoup plus connus, en tout cas du grand public, ou en tout cas des gens qui pratiquent le yoga de façon régulière, et dans lequel, donc, Bhagavad Gita développe la proposition des 3 voies du yoga, le karma yoga, le karma de l'action, la bhakti yoga, le karma de la dévotion, et la jnana yoga, le yoga de la connaissance. Autre système que vous connaissez, les Yoga Sutras de Patanjali,
qui propose les 8 membres du yoga, donc qui vont des yama niyama, c'est-à-dire les observances et les restrictions, donc soit ce qu'on doit s'appliquer à soi-même ou ce qu'on doit appliquer pour avoir une vie correcte en collectivité. Moi, j'assimile beaucoup ça quand j'étais petite à l'école. On avait, c'était pas de la morale religieuse, mais on avait des cours d'instruction civique et qui nous donnaient des règles, des codes de conduite pour bien se comporter avec nos camarades, dans notre famille et enfin partout où on se trouvait. Bon, ça c'est quelque chose qui a disparu, mais je trouve les yama niyama, ça en fait partie. Bon, il y avait aussi une éducation peut-être religieuse, puisqu'il y avait des éducations catholiques à l'époque. Enfin, en tout cas, n'importe quelle éducation religieuse apporte des règles de conduite à ses pratiquants. Donc yama niyama, les asanas, les postures, le pranayama, la respiration, le retrait des sens, pratyahara, et puis ensuite dharana, la concentration, et dhyana, la méditation jusqu'à samadhi. Donc Yoga Sutra, évidemment, très très important, puisque c'est, par exemple, l'Union européenne de yoga, les programmes de formation des écoles, des fédérations qui font partie de cette association sont basés, reposent sur les principes des Yoga Sutras de Patanjali. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres textes qui sont étudiés, mais en tout cas, c'est celui-là qui est le principal. Et puis ensuite, la période médiévale, dans laquelle on a l'apparition de l'énergie, la kundalini, le yoga volontairement pour éveiller cette kundalini qui réside dans l'humain, et les textes du yoga. Si vous voulez, je vous enverrai le PowerPoint, il n'y a pas de problème. Voilà. Et les textes du yoga, donc on connaît beaucoup la Hatha Yoga Pradipika, la Gheranda Samhita, dans lesquels il y a des descriptions d'asana, de mudra que propose Virginie Zajac là, sur ce week-end, des asanas. Donc tout ça est très similaire. Voilà. Et puis, en fait, finalement, du Xe siècle jusqu'à la période moderne, le yoga, à quoi il s'intéressait ? Il s'intéressait à la libération. Et donc les techniques que l'on pouvait utiliser pour arriver à sortir de ce cycle. Et la santé, c'était un corollaire. Ça arrivait en prime, en cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas du tout ce qui était recherché. Et puis là, on voit quand même que dans le contexte du renouveau moderne, là, donc du 19e siècle au 20e siècle, puisque là maintenant on est encore dans le début du 21e siècle, le Hatha Yoga, finalement, il a été apprivoisé, il a été sécularisé, il a été démythifié. Toute la partie peut-être indianité, religion, etc. Tout ça, bon, il y a eu une attention importante posée à la pratique des asanas. BKS Iyengar, c'est le premier, il y en a certainement d'autres qui l'ont fait, mais en tout cas c'est celui qui l'a fait avec le plus grand succès, puisque ça s'est transformé en un phénomène planétaire, donc qui a standardisé les postures et qui a proposé les façons de les pratiquer. En parallèle, on avait en Inde le Kalyavadhyama Institute de Yoga, donc, dans lequel travaille Delia, qui a été certainement le premier centre à mener de façon proactive des recherches autour du yoga, des recherches scientifiques de grande qualité, qui ont été reconnues à l'époque et qui ont transformé la façon qu'on avait certainement de pratiquer, qu'avaient les utilisations qu'on pouvait en avoir. Et ces connaissances, elles ont été appliquées pour développer un bien-être holistique et transmettre au maximum. Donc, d'où le développement de la yoga-thérapie et d'où l'intérêt de faire un petit... Alors non, c'est celui-là. Bon, je ne l'ai pas ici, tant pis, je en reparlerai plus tard. J'ai changé l'ordre des... Je pense que j'ai changé l'ordre des slides, mais c'est pas grave. En fait, Kalyavadhyama, ça a été entre autres à l'origine d'un mouvement de diffusion du yoga dans la population indienne, avec des facilitations pour amener la pratique du yoga aux gens.
On verra plus. Et donc, comment ça se manifeste? Ayush, récemment, le Premier ministre Modi, a créé ce ministère qui porte sur c'est un système médical qui comprend entre autres le yoga d'ailleurs étant associé plutôt à la naturopathie qu'à l'Ayurveda, ce qui est, pour moi est un peu étrange, mais il y a certainement de très bonnes raisons, enfin en tout cas dans les textes que j'ai lus récemment, et qui vise à diffuser un yoga qui apporte le bien-être, qui permet de se sentir bien, voilà, et au travers d'une pratique physique modérée. D'où également la proposition de la Journée internationale du yoga aux Nations Unies, les actions qui sont menées au travers de l'Organisme mondial de la santé de façon à promouvoir l'application du yoga et de l'Ayurveda. Voilà. Et ça, c'est un fonctionnement qui marche très bien au niveau de l'Inde, qui marche très bien au niveau des pays avec lesquels Ayush passe des accords de collaboration pour diffuser les connaissances et les compétences. Voilà. Et qui marche même tellement bien que ça fait déjà au moins 2 fois qu'il y a des tentatives de réglementation du yoga. Et de réglementation du yoga qui sont proposées par l'organisme qui se charge de ça au niveau mondial et en passant par les organismes nationaux de normalisation pour tenter de faire adopter cette réglementation telle qu'elle a été définie en Inde. Bon, alors, ils sont très forts parce qu'ils passent quand même par un grand nombre de pays, dont des tout petits pays dans lesquels le yoga n'est pas très développé, et ce qui fait que forcément les gens sont absolument ravis de voir arriver ces propositions de pratique et ces aides à la pratique du yoga. Et ensuite, dans les documents qui est envoyé à la proposition de travailler sur la réglementation, finalement il y a beaucoup d'accords, mais si on prend sur le volume, parce que les grands pays ne sont pas consultés. La France, par exemple, a été consultée lors de la première tentative, et les fédérations se sont réunies et ont dit non, nous avons déjà une forme de standardisation au travers de l'enseignement du yoga tel qu'on le pratique, donc il faudrait discuter. Donc le projet a été rejeté, puis là il est revenu à nouveau en septembre de l'année dernière. Là cette fois-ci la France n'a pas été consultée, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'entre autres ça faisait partie des pays qui avaient refusé. Et donc là, l'Union européenne de yoga, effectivement, se positionne pour défendre une façon occidentale de pratiquer et d'enseigner le yoga, tel qu'il a évolué au cours des dernières décennies. Et qu'on est tout à fait ouvert à la discussion pour échanger sur les bénéfices respectifs, mais qu'on n'a pas forcément la même vision et on n'a pas cette intention de réglementation qui risquerait de trop bloquer. On voit bien comment ça se passe sur l'Union européenne. Dès qu'il y a une réglementation, il y a toujours des tenants, des pour et des contre. Voilà. Alors tiens, ça c'était des yogis au mont Kailash pour montrer quand même à quel point ça a évolué, et au milieu on avait Digambaraji qui est celui qui était le premier maître spirituel de Kavalyadam à Lonavla. C'est une photo que j'ai trouvée dans c'est la salle dans laquelle on fait l'Arati. Et il y a cette petite photo qui est très discrète et qui est absolument belle. Oui, c'est Digambara. C'était le guide spirituel, c'est pas celui qui s'occupait de la partie scientifique. Et ici, je vous ai mis quand même, voilà, ce qu'a fait, c'était la typologie proposée par Elisabeth de Michelis, qui part en fait de Vivekananda, qui a publié en 1896 un livre qui parlait des 4 yogas et qui était à l'origine du développement de ce yoga moderne psychosomatique. D'un yoga de méditation et où on aboutit maintenant avec des classifications. Vous voyez, le yoga tel qu'il est dit postural, ce qui n'est pas du tout une belle appellation parce que, bon, peut-être qu'il y a des yogas qui sont strictement posturaux et très, gymnastique indienne, mais moi, de la plupart des yogas dans lesquels comme le Hatha Yoga dans lesquels on pratique, c'est évident que les asanas ne sont qu'une façon de nous transformer intérieurement et qu'il y a bien d'autres choses beaucoup plus importantes autour.
Alors, je voulais passer aussi à un panorama tout à fait différent, c'est-à-dire au cours des dernières années, il y a eu des enquêtes sur la pratique du yoga, donc 2016-2024. Je pourrais en trouver d'autres certainement, mais bon, c'est celles qui m'ont semblé assez sérieuses. Alors, on a différents types, c'est-à-dire par exemple, là, ici, ce qui est magnifique d'avoir un ministère qui intègre le yoga, comme Ayush, donc c'est Ayurveda, yoga, Umani, Siddha et homéopathie. Voilà. Et donc c'est merveilleux parce qu'ils ont toutes les facilités pour réaliser des sondages et faire une mesure régulière de l'état du yoga dans la population, de la façon dont il est pratiqué, etc. Par contre, bon, on verra après, mais c'est vrai que ça ne rentre pas vraiment dans des grands niveaux de détail, ou en tout cas, ce n'est pas ce à quoi on a accès. Donc il y a eu aussi voilà, cette grande enquête sur Ayurveda, yoga, naturopathie, etc. On a une enquête Global Yoga Survey qui réunit, alors c'était quasiment 11 000 personnes ont répondu dans de nombreux pays du monde. Et qui s'inspirait beaucoup pour son contenu des questionnaires, du contenu des questionnaires de cette étude qui était menée par contre aux États-Unis à l'initiative de Yoga Journal et de Yoga Alliance, donc cette grande organisation de yoga, de formation d'enseignants, etc. Et puis on a eu en 2021 une enquête du syndicat national des professeurs de yoga en France qui a réuni 11 fédérations, des associations, des experts de yoga pour voir ce que propager les uns et les autres, et surtout dans une optique de professionnalisation de l'enseignement du yoga et de faire un peu le ménage par rapport aux excès qu'on pouvait trouver entre des formations à très court terme qui n'avaient pas un contenu suffisamment sérieux. Et puis ici, on a une enquête qui est très intéressante parce qu'elle porte sur une population restreinte, mais justement, elle rentre beaucoup plus dans le détail. Évidemment, ce qui manque là-dedans, moi je dis toujours, là, ce genre d'enquête, c'est globalement juste et précisément faux, parce que c'est une mesure, une photo à un instant T, et c'est réduit à des pourcentages, à des nombres, à des tendances, mais ça doit être complété justement d'analyses où là, on va aller interroger les personnes sur leur pratique du yoga. Ça ne sera pas forcément représentatif, mais ça peut quand même donner des éclairages beaucoup plus intéressants sur comment le yoga est intégré au fond de nous. Voilà. Donc les deux sont absolument nécessaires. Alors oui, ces enquêtes sur le yoga, c'est les infos normales sur la démographie, les sexes des personnes qui pratiquent, leurs raisons, les bénéfices perçus, et donc on va regarder ça un peu en détail. Oui, voilà, donc j'avais fait un peu le point là-dessus, mais j'en ai parlé d'Ayush. Mais quand même, j'avais pas réalisé à quel point, quand j'ai préparé cet exposé, j'avais pas réalisé à quel point finalement Ayush, c'est du médical. C'est le yoga au sens, le yoga qui apporte la santé, le yoga de la yoga-thérapie. Mais peut-être peut-être que je me trompe complètement dans mon interprétation, parce que je n'ai jamais échangé avec qui que ce soit représentatif d'Ayush, mais il me semble qu'on n'est pas du tout dans le mode de yoga que nous, on pratique en Europe. Enfin, en tout cas, celui que je connais. Vous pouvez intervenir si vous voulez compléter ce que je raconte. Voilà. Alors, vous m'excuserez, les slides sont très très denses, mais bon, j'y peux rien. Il faut que j'ai toutes mes informations sous la main, donc je vais quand même vous les commenter rapidement. Donc celle-là, c'était juste dans ce que vous n'allez pas réussir à lire. Donc j'ai dit la grande enquête générale, 11 000 personnes dans 124 pays, 88% de femmes, 11% d'hommes. Une moyenne d'âge à 32 ans, 32-33 ans. Bon, moi, c'est réparti dans le monde entier, donc ce qui est assez étonnant. Mais enfin bon, ça va de 18 à plus de 65 ans. Mais il n'y a pas tant de détails que ça, finalement, sur la sociologie des pratiquants. L'autre enquête... alors, est-ce que j'ai une souris ? Ma souris, oui. Je ne sais pas si vous la voyez, la souris. Oui. Donc ici, l'autre enquête, c'est celle de l'Inde.
Donc, où on voit, par contre, la proportion, c'est ça qui est étonnant, c'est quasiment moitié-moitié, moitié de femmes, moitié d'hommes qui pratiquent le yoga. Et beaucoup d'urbains, 30% de ruraux. Mais avec pratique régulière ou occasionnelle, c'est quand même 22% des personnes. Et quotidien, c'est 7%. Alors, ce qui est intéressant, c'est Ayush propose un enseignement gratuit du yoga dans 750 districts. Bon, je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était qu'un district, mais enfin, en tout cas, Ayush propose et diffuse des modes d'enseignement et surtout à travailler, mais alors de façon très très sérieuse, jusqu'à développer un système qualité de certification des enseignants, à travailler à la normalisation de la formation des enseignants. Cette normalisation, elle n'existe pas en Europe au niveau national. Il y a certains pays, comme par exemple la Slovaquie, dans lesquels le diplôme est reconnu au bout de 3 ans de formation de l'enseignant. Et puis après, l'enseignant, il fait une 4e année de formation, où il complète sa formation. Mais par exemple, en France, c'est pour ça que le syndicat national des professeurs de yoga avait motivé cette grande enquête en 2021 pour justement mesurer l'état du yoga en France et pouvoir démarrer une professionnalisation, non pas une réglementation, mais une professionnalisation de cette profession. Comment je m'exprime ? Voilà. Ici, si on prend justement cette enquête SNPY, c'est que sur les adultes, on voit qu'il y a un adulte sur 5 qui pratique le yoga. Donc ça fait quand même en 2021, annoncé, déclaré, c'était quand même 10,7 millions de personnes, ce qui est pas mal, ce qui est assez remarquable, dont 15% en pratique régulière. Et puis ici, c'est sur la fédération, c'est des fédérations portugaises de yoga, où là on se retrouve encore avec un pourcentage de femmes, 86% de femmes, 14% d'hommes, de 11 à 80 ans, nous dit l'échantillon de l'enquête. Voilà. D'ailleurs, pour l'enquête SNPY, c'est pareil, on était 89% de femmes, 11% d'hommes, et par contre, 46% d'urbains et 34% de ruraux. Donc en gros, c'est marrant parce que c'est des proportions qui sont un peu similaires à celles de l'Inde. Alors 43% de pratiques quotidiennes au Portugal, ça fait pas. Oui, alors en fait, je pense avoir l'explication, c'est parce que dans l'échantillon, il y a énormément d'enseignants. Ou d'enseignants ou de pratiquants et de pratiquants de longue durée. Et tu vois, je répète, c'est sur un échantillon de 890 personnes, je crois. Tu vois, ça ne représente absolument pas la population globale du Portugal, contrairement peut-être aux autres enquêtes. C'est pour ça que c'est très difficile, on ne peut jamais en tirer des lois générales, parce que comparer ce qui n'est pas comparable, mais ça donne quand même des ordres de grandeur et des tendances. Donc, par exemple, sur cette enquête ici, la Global Yoga Survey, donc ce sont ces graphes qui sont montrés ici. Donc on voit quand même qu'il y avait la moitié qui étaient des pratiquants qui se considéraient de niveau intermédiaire. Ce n'étaient pas des débutants, ce n'étaient pas des pratiquants avancés, mais quand même de niveau intermédiaire. Et aussi sur la fréquence de pratique du yoga. C'est des gens qui pratiquent quotidiennement, 14% qui pratiquent quotidiennement dans l'échantillon qui a été analysé, et puis le reste qui pratique quand même 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine, donc c'est assez, c'est important, je considère. Et on voit aussi que, alors on dit, vous savez, il vaut mieux faire 10 minutes de pratique par jour que rien du tout. C'est vraiment le minimum, mais au moins 10 minutes, finalement c'est beaucoup plus. Toutes les personnes, on voit c'est en gros 20% des personnes qui sont en dessous d'un quart d'heure de pratique quotidienne, mais dans l'échantillon qui a été analysé, toutes les autres dépassent la demi-heure et 45 minutes, 60 minutes, 90, voire jusqu'à plus de 90 minutes. Ceux qui étaient à plus de 90 minutes, c'était à la fois des enseignants et des personnes qui pratiquent depuis des décennies. Donc c'est vraiment, ça fait partie de leur quotidien. Ensuite, on n'a pas non plus le détail de la façon dont s'organise la pratique quotidienne. Est-ce que c'est 1 heure de méditation par jour ou est-ce que c'est une demi-heure d'asana, etc., etc. Bon, mais quand même. Voilà. Alors là, oui, vous n'allez absolument rien voir, mais je suis désolée. Donc on ne va pas non plus s'y attarder trop. Mais là, ce que ça voulait dire, voilà, c'est ça. Les pratiquants de niveau avancé, c'est ceux qui pratiquent depuis des décennies et qui sont souvent des instructeurs de yoga. Voilà. 10%.
Ça représentait à peu près de l'échantillon. Et dans les personnes qui ont été interrogées, mais il faut voir que ça venait après le Covid, il y en avait 25% qui voulaient devenir enseignants de yoga. Ce qui est quand même aussi remarquable. Évidemment, là, les types de yoga qui arrivent, je trouve que c'est intéressant de voir toutes ces dénominations, parce que ça représente des yogas qui ont pignon sur rue, et donc c'est des catégories, vous en avez une vingtaine, que vous n'arrivez pas à les lire, c'est pas très grave, de toute façon, vous pouvez retrouver les enquêtes sur Internet, mais bon, Vinyasa, Hatha Yoga, ce sont des yogas très importants. Là, on est plutôt dans cet échantillon, la population, c'était 45% États-Unis, d'où l'importance du power yoga, du restorative yoga, de l'ashtanga, du yin yoga. Vous voyez, ici, on a Iyengar, le hot yoga de Bikram. Voilà. Bon, mais en tout cas, Vinyasa et Hatha, donc les yogas qui sont les plus énergétiques, peut-être, enfin, me semble-t-il, avaient la prédominance. Alors ça, c'est États-Unis, Alors, cette enquête-là, celle-là, là-dedans, il y a 45%, si je me rappelle bien, 45% États-Unis. Le reste, c'est d'autres pays, d'autres pays occidentaux. Il y a le Canada, il y a l'Allemagne, le Portugal, etc. Mais il n'y a pas tous les pays, c'est pas exhaustif. Oui, vous voyez. Alors, par contre, en Inde, dans le sondage qui a été fait, là, 2023-2024, c'est 50% le Hatha Yoga. Hatha Yoga traditionnel, c'est celui qui est le plus enseigné. Mais les personnes ont déclaré, il y a 30%, c'est Surya Namaskar en quotidien, en pratique autonome, voilà, dans les pratiquants. 15% de Vinyasa Ashtanga, mais plutôt dans les personnes plus jeunes et dans des personnes qui vivent dans les villes. Voilà. Et 60% méditation. Et en fait, c'est les seuls qui ont, ou en tout cas que j'ai trouvé, qui ont quantifié justement comment s'organise cette pratique autour de la méditation, du pranayama associé aux asanas. Voilà. Alors, un autre chiffre que vous n'arrivez peut-être pas à lire, c'est sur l'enquête française. Dans les répondants, il y en avait 28% qui étaient formés à l'enseignement. Alors, soit qui avaient enseigné, qui n'enseignaient plus, soit qui étaient interrompus pour X et Y raisons, soit qui continuaient d'enseigner. Et sur l'enquête au Portugal, on est aussi dans une proportion de la moitié qui pratique du Hatha Yoga, le reste du yoga intégral, du Vinyasa Yoga, et il y avait 43% d'enseignants dans cet échantillon de 800 et quelques personnes. Alors, là, évidemment, on arrive, les modes de pratique. Donc, on arrive après le Covid. Donc, si on prend l'enquête ici, la grande enquête sur 123 pays, etc., 85% pratiquent à domicile au moins en partie. Et c'est sûr qu'il y a eu des évolutions depuis le confinement sur des gens qui auparavant allaient dans des écoles, dans des studios de yoga, etc., et qui se sont habitués à travailler par Internet ou à travailler simplement tout seuls chez eux de façon autonome. Donc ça a vraiment beaucoup changé. Si on prend l'enquête du SNPY, vous voyez, 75% des personnes déclaraient suivre des cours en ligne. Et par contre, pour l'enquête au Portugal, où vous vous rappelez, il y a la moitié d'enseignants de yoga, 38% qui sont en pratique autonome. Alors après, on a les plateformes, et ça c'est un peu étonnant. Quels sont ceux qui pratiquent en ligne ? Puisque c'est quand même une des grandes transformations des 10 dernières années, clairement. Ceux qui pratiquent en ligne, ils utilisent YouTube. Alors, il faut que je relise mon truc. Ils utilisent YouTube. Ils utilisent des services... Donc, YouTube à 78%. Ils utilisent des services gratuits. Ou ils utilisent des services payants. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'aller sur Internet, on va pas sur Internet forcément parce qu'on cherche quelque chose de gratuit, qu'on peut facilement obtenir. Ils sont aussi prêts à payer. Ce qui est plus étonnant, c'est que il y en a 75% qui regardent sur l'ordinateur, donc un grand écran, enfin relativement grand. Mais là ici c'est des tablettes, et là c'est sur le téléphone. Donc c'est quand même assez
paradoxal de se dire qu'on concentre son regard alors qu'on est censé se concentrer sur tout à fait autre chose, sur un tout petit écran. Bon, maintenant, on peut aussi travailler à la voix, etc. Et là-dessus, je voudrais faire une petite remarque à l'aune de conversations entre le début de la semaine et là, tout à l'heure. On avait une conférence en ligne dans le cadre d'un programme spiritualité. Et dans la séance de questions-réponses à la fin, une des personnes s'est étonnée que l'Union européenne de yoga développe, depuis, ça fait quand même déjà 4-5 ans maintenant qu'on fait ça, développe un programme totalement gratuit dans lequel interviennent des personnes qui proposent des pratiques. Alors des pratiques, ça peut être des asanas, etc., mais c'est plus souvent des conférences, des méditations, etc. Et que ça tourne autour de la spiritualité et qu'on fasse ça en ligne. Voilà, ça semblait pour cette personne totalement antinomique, enfin incompatible. Et puis là, tout à l'heure, Philippe nous parlait d'une cérémonie qui avait réuni des personnes qui sont vraiment toutes intégrées dans le yoga et qui avait une cérémonie de bénédiction et pour lequel se sont branchés en ligne des personnes qui étaient à l'autre bout du monde pour apporter leur bénédiction à l'événement et leur contribution à l'événement qui avait lieu. Et tout le monde était parfaitement intégré. Donc je pense qu'il y a une grosse part de... est-ce qu'on est né... Alors nous, on a appris depuis 20 ans à vivre avec le numérique. On est plus ou moins à l'aise avec ça. Il y a d'autres personnes qui, évidemment, n'ont jamais utilisé le numérique, pour lesquelles c'est difficile et qui peuvent pas alors qu'ils l'utilisent de façon occasionnelle et qui peuvent pas comprendre qu'on puisse pratiquer, apprendre, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont nés avec et pour lesquels c'est aussi naturel que pour nous, à la même époque et au même âge, de lire un livre, de regarder des vidéos chez soi, enfin, etc. Voilà. Donc là, ici, c'est cette courbe, on ne va pas la rentrer dans le détail, mais qui montre en fait l'évolution entre ceux qui pratiquaient chez eux, ceux qui pratiquaient à l'extérieur, ceux qui pratiquaient chez eux. Et on voit maintenant que ça s'équilibre, en fait, où il y a à la fois des pratiquants qui se rendent dans des centres de yoga, des pratiquants qui sont chez eux de façon autonome et qui peuvent utiliser les services en ligne pour ce faire. Alors ensuite, on a... Ça, c'est les pratiquants portugais. Ensuite, on a l'impact sur la santé et le physique. Et donc là, c'est clair que 93% des répondants considèrent que ça a un impact considérable sur leur physique, au sens large, et 87% sur leur mental. Et dans les aspects mentaux que la pratique du yoga permet de développer, effectivement, c'est le stress qui apparaît en premier. Donc, c'est encore un aspect de je pratique le yoga pour me sentir mieux, pour aller bien, pour combattre la dépression, la relaxation. Et puis, il y en a quand même 62% quasiment qui disent que ça les aide à se concentrer. Donc, les aider à se concentrer, ça veut dire qu'ils ont déjà dépassé le stade de j'agis pour me guérir, mais au contraire, je vais progresser vers une autre forme de pratique du yoga. Ils aiment aussi beaucoup le fait de participer d'une communauté de yoga, puisqu'il y a l'inclusivité, il y a le fait... il y a le fait de mener une vie en conscience, voilà. Et puis il y a un sens de connexion, de mise en relation. Bon, dans les aspects physiques, souplesse, force, équilibre, etc. Après, ici, ce sont pour vraiment des raisons tout à fait utilitaires, la perte de poids, des trucs, mais ça existe quand même. Mais c'est au moins, c'est une porte d'entrée. Ça veut dire qu'il y a eu une diversification des raisons pour lesquelles on pratique. Donc, souplesse, force, équilibre sur les aspects physiques, mais qu'on peut aussi appliquer aux aspects mentaux, parce que si on pratique le yoga, si on pratique les yama niyama, c'est aussi pour nous une façon de développer la souplesse, la force et l'équilibre de notre mental face aux événements qui nous arrivent. Voilà. Et ce qui était pas mal et ce qui montre qu'il y a, évidemment, il y a toujours matière à améliorer des questionnaires, c'est que 6% des pratiquants jugeaient que
les questions il manquait une question sur l'aspect des bien-être mentaux, des bien-être spirituels. C'était pas seulement le stress, la relaxation ou la concentration. Donc ça veut dire évidemment qu'il y a toujours matière à travailler. Voilà. Alors chez les Indiens, par contre, il y avait eu en 2016 une remarque que les pratiquants de yoga étaient en général beaucoup plus investis dans une pratique corporelle par ailleurs, autre que le yoga, ce qui fait que de départ, ils avaient déjà une forme physique. Ce qui montre bien qu'ils venaient au yoga et qu'ils y restaient, non pas seulement pour développer leur physique, leur puissance physique qu'ils avaient déjà, mais parce qu'ils arrivaient à développer une autre forme de puissance ou une autre forme de calme, de spiritualité par la pratique du yoga que par celle des sports qu'ils avaient par ailleurs. Chez les Indiens, dans l'enquête qui est proposée, les motivations, c'est 65% la forme physique, 50% le soulagement du stress et 30% la gestion des maladies chroniques. Donc, par exemple, diabète, hypertension, et ce qui se comprend très bien, puisque c'est aussi la façon dont Ayush, Cavalliadama, il y a eu des programmes de formation, il y a eu des programmes de formation des médecins, le yoga a été introduit, il y a eu une intégration médicale réelle, puisque en Inde, il y a, alors c'est peut-être rien du tout par rapport à la quantité d'hôpitaux qu'il y a en Inde, ça je ne sais pas, mais en tout cas, l'enquête dit qu'il y a plus de 1500 hôpitaux qui prescrivent le yoga à leurs patients. Pour des raisons, maladie cardiaque, diabète, manque de sommeil, etc. Ce qu'on n'a pas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait ça. C'est intéressant de savoir si c'est les hôpitaux uniquement ou si c'est aussi des centres ayurvédiques, parce que dans les centres ayurvédiques, maintenant, il y a toujours un peu de yoga. Ouais. Et je crois que les médecins prescrivent bien sûr un certain type de nourriture et de tout ça, et aussi certains... Ouais. Là, c'était précisé hôpitaux. Mais après, rien ne dit qu'évidemment, ils envoient leurs patients à l'extérieur, bien sûr. Dans les années 70, à Delhi, il y avait Dhirendra Brahmachari qui avait ce qu'il appelait lui, un hôpital, carrément, qui était dédié aux diabétiques. Voilà. Mais le terme hôpital, ça ne représente pas exactement la même chose en Inde qu'en France. Oui, on ouais. peut dire que c'était Un dispensaire, comme un dispensaire. Plus que ça, ouais. Bon. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, les cures ayurvédiques en 70, début 70, ça n'existait pas encore. Ce n'était pas démocratisé du tout. Et là, c'était Hatha Yoga pur et dur. En avalant... oui, avec Dhirendra Brahmachari, j'imagine bien. Vous pouvez trouver, il y a une vidéo magnifique sur YouTube, Dhirendra Brahmachari, dans laquelle il montre la population de Delhi, totalement stressée, qui travaille, qui a maintenant une vie de bureau, etc. Et ensuite, il se met en scène pour démontrer par une pratique vraiment intense et d'une grande puissance, comment on peut combattre les tracas de la vie contemporaine et de la vie urbaine. Voilà. Donc, dans l'enquête en France, c'était à peu près la même chose. Bien-être général, souplesse, forme physique, santé mentale, sommeil, même poids était mentionné. Mais par contre, clairement, la recherche d'intériorité, l'adéquation avec ses valeurs et l'ouverture à la spiritualité qu'apporte le yoga, quelle que soit la définition qu'on donne à la spiritualité, chacun a la sienne. Et puis les Portugais, les différentes fédérations, associations, c'est santé physique, mentale, émotionnelle, santé préventive, et également des aspects sociaux et professionnels, parce que c'est un point aussi qui a beaucoup bougé, alors peut-être pas que la dernière décennie, mais peut-être dans les 20 dernières années, c'est l'introduction du yoga en entreprise. Moi, je connais des profs de yoga, des enseignants de yoga, qui vont régulièrement donner des cours pour des employés. Voilà. Voilà. Alors là, c'est un petit peu... si on prend ici, pour l'enquête Yoga Survey, donc 43% des répondants de l'échantillon, 10 000, c'est 10 900 personnes, donc c'est pas non plus énorme, mais quand même, disaient qu'ils étaient satisfaits de l'état actuel de la communauté de yoga à laquelle ils participaient, et qu'il n'y avait rien qu'ils n'aimaient pas. Par contre, il y avait quand même plus de la moitié, on peut dire que c'est moitié-moitié, mais quand même, qui déploraient l'outrance de la commercialisation du yoga, qu'on connaît bien,
Le développement de l'ego. Donc ça, je ne sais pas si c'était en fonction de leurs enseignants ou en fonction du développement des pouvoirs que l'on a quand on pratique qu'on peut avoir quand on pratique le yoga, associé à la compétitivité. Peut-être que c'est aussi de toujours. Alors je ne sais pas. Peut-être ça, c'était les Américains ou des studios de yoga dans lesquels les gens essayent d'atteindre les performances les plus importantes, alors qu'on dit toujours on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour sur les autres tapis, ce qui compte c'est ce qui se passe sur nous-mêmes. Et puis l'orgueil et la prétention. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, si ça visait des personnes particulières ou s'il y a une certaine frange des pratiquants ou enseignants de yoga qui ne se comportent pas d'une bonne façon, mais c'est possible. En Inde, ils sont très inquiets, ils exprimaient leurs grandes inquiétudes par rapport à la dénaturation des enseignants traditionnels. Bon, ça, effectivement. Et puis aussi, peut-être, le fait que le yoga a quelque part, il a quitté la seule Inde. Auparavant, c'était l'Inde qui avait l'exclusivité. Les gens devaient aller, les Occidentaux se rendaient en Inde pour rencontrer des maîtres, rencontrer des enseignants, recevoir une transmission et pour revenir ensuite en Occident. Et puis à leur tour transmettre, parce qu'en général, leur maître leur donnait la responsabilité de transmettre ce qu'ils avaient reçu. Et puis là, maintenant, ça a quand même basculé, parce que quand on voit qu'en Occident, il y a un yoga qui est développé, qui est vraiment spécifique, qui s'appuie sur des bases correctes, sur des bases de textes philosophiques, de textes anciens, mais qui a adapté à la population, parce que on ne peut pas forcément continuer à pratiquer pour tout le monde comme on pratiquait au Moyen-Âge. D'ailleurs, une des hypothèses émises du Hatha Yoga Project, c'est que ces textes, Gheranda Samhita, etc., s'ils ont été rédigés, puisqu'avant c'était une transmission orale, avant il y avait un maître et un disciple, et on n'avait pas une collectivité avec un enseignant ou des petits groupes, etc. Et donc ces textes auraient pu être rédigés aussi pour transmettre le yoga à des gens qui n'étaient pas dans ce courant, pour leur permettre de mieux comprendre ce que les nouveaux enseignants qui transmettaient pouvaient leur apporter. Alors, moi, si je peux intervenir. Bien sûr. Quand on totalise l'ego et la compétitivité, ça me laisse à penser que, je ne sais pas si c'est une fake news, mais dernièrement, il est question que le Comité international olympique fasse venir le yoga comme discipline olympique. Ça fait partie des défis. Ça fait pas. Mais je voulais savoir ce que j'en pensais. Alors, ça, je l'ai enlevé, mais ça faisait partie des questions. Mais je vais juste terminer sur cette partie-là. Et après, on ira. Donc, les zones rurales manquent d'instructeurs qualifiés en Inde. Bon, ce qui explique aussi pourquoi peut-être que les personnes, il y a une forte proportion de pratiques individuelles autour de Surya Namaskar, de pratiques simples de yoga, et l'engagement des jeunes, parce qu'il y a une concurrence avec le culturisme, les salles de sport, le fait de présenter un physique avenant, etc., que le yoga peut apporter, mais que la salle de sport peut apporter également, et peut-être de façon encore plus régulière ou plus spectaculaire. Je ne sais pas. Alors à ce propos de ce yoga, je ne sais pas si vous vous rappelez du Souffle des dieux, un film qui est sorti en 2012, qui était en allemand et qui est sorti en 2014 dans les autres pays, en tout cas traduit en français. Donc là-dedans, c'était beaucoup autour de la famille de Krishnamacharya, qui a quand même donné au monde B.K.S. Iyengar, Patabi Joyce, Sri Bhashyam, Desi Kachar, etc. Et moi, je me rappelle avoir été, parce qu'à l'époque, la FIDI avait été sollicitée pour participer à des débats et autres, donc je l'ai vu à plusieurs reprises, ce film, et je me souviens à l'époque, et j'étais pas du tout, motivée par des aspects hommes-femmes, etc., mais que quand même, ça faisait réfléchir, parce que c'était des hommes qui étaient mis en avant, qui étaient quand même assez contents d'eux, faut le dire, faut le signaler. Donc, ce yoga, c'est clair qu'il a été développé plutôt par des hommes, et pour les hommes, même si les femmes le pratiquent avec bonheur. Et je me souviens, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin, pour représenter, parce que très rapidement, il y avait une des filles de Krishnamacharya qui était interrogée,
Et elle disait, le yoga, moi j'ai été formée, mais en fait le yoga maintenant, elle était âgée à l'époque, et ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien, c'est quelques asanas le matin quand je me réveille, du pranayama, de la méditation, et voilà, pour moi c'est ça le yoga. Et j'avais trouvé qu'elle était dans une justesse, parce que il y a un yoga pour tous les âges de la vie aussi, c'est ça ce qu'on... il faut réaliser qu'on ne pratique pas... moi je vais avoir 68, je ne pratique pas à 68 ans de la même façon que je pratiquais il y a 25 ans ou il y a 35 ans, parce que le corps n'est pas le même et le mental a évolué, je n'ai pas les mêmes attentes, etc. Donc j'ai trouvé très beau que cette femme soit interrogée et passe comme ça ce message de douceur, parce que le yoga, il a tous ses aspects. Alors, les Portugais, eux, ils considéraient dans la formation d'un enseignant de yoga que cet enseignant soit bien formé aux techniques spécifiques du yoga. Bon, ça se comprend, c'est la moindre des choses qu'on attend d'un enseignant. Mais aussi, à 75%, l'éthique. Et je ne l'ai pas mis ici, mais il y avait quand même également les 3/4 des personnes interrogées qui étaient tout à fait en faveur d'une réglementation, mais soft, de la formation, de la profession d'enseignant de yoga. Voilà. Pour quelles raisons, je ne sais pas quels sont les cas particuliers au Portugal, mais enfin, en tout cas, vous avez besoin. Alors, le yoga est-il un sport ? Ça dépend comment on le pratique. Je pense que peut-être pour certaines personnes, quand elles commencent à le pratiquer, ça leur permet de développer des choses qu'ils ne trouvent pas dans la culture physique, dans l'athlétisme, dans l'escalade, etc. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, leur pratique du yoga va évoluer. Je constate quand même beaucoup d'enseignants éclairés de yoga que l'on fréquente ces derniers temps sont des personnes qui, à la base, ont une formation sportive importante. Regardez, vous avez Rodolphe, quand même, l'athlétisme. Rodolphe, tu as beaucoup pratiqué. Vous avez Walter, vous n'en parlez pas, vous connaissez la puissance de Walter, et donc il quand même beaucoup pratiqué aussi des sports auparavant, avant de se consacrer au yoga. Il y avait beaucoup d'enseignants de yoga qui étaient des danseurs, ou qui étaient, par exemple, Sri Mahesh, c'était quand même un athlète, c'était pas un athlète olympique, Sri Mahesh, voilà, un marathonien. Voilà. Donc, le yoga est-il un sport ? On ne va pas, nous, le transformer en sport, parce que ce n'est pas la pratique qu'on en a, mais le fait d'être sportif, ça va quand même ensemble, parce qu'il y a le développement de la respiration, de l'endurance, de la puissance et autres. Alors qu'ensuite, il y a déjà des concours de pratique de yoga, surtout en Inde, qui va tenir le plus longtemps sur une jambe, etc. Qui va pratiquer... Le yoga, nous, on ne connaît pas cette normalisation de la pratique en France, mais je suis allée chercher fédération d'art du corps, plutôt d'obédience asiatique, et dans lequel vous avez des documents, mais dans lequel c'est écrit à la ligne, que là, la main, elle doit être posée comme ça, que là, le pied doit être posé comme ça, que là, la respiration, elle doit fonctionner comme ça. Enfin, c'est-à-dire des stéréotypes. Et des stéréotypes dans un but d'examen, de concours, de compétition que nous, Dieu merci, au cours des dernières années, on n'a pas mis en place. Et que si on continue à, non pas refuser, mais en tout cas qu'on arrive à entrer dans un dialogue, si jamais les tentatives de réglementation du yoga se concrétisaient un jour, après tout pourquoi pas en Europe et en France, mais qu'au moins qu'on puisse discuter pour échapper à ça, pour ne pas se retrouver dans un système de QCM sur notre pratique. C'est pas ça du tout qu'on cherche. Nous, on a la chance, on a eu au début du yoga des enseignants qui sont allés en Inde, qui sont venus partager les magnifiques dons qu'ils ont reçus de leurs maîtres, et qui en général étaient des maîtres éclairés, parce que quand on voit quand même les noms des personnes que fréquentaient tous ceux qui sont revenus dans les années, des années 30 aux années 80, etc. C'était des grands sages qu'ils allaient rencontrer. Et ils ne les trouvaient pas forcément facilement, mais enfin, ils se donnaient la peine et ils nous donnaient ça. Et souvent, c'était un enseignement soit individuel, soit en très petit comité,
et qui permettait de former d'autres élèves. Là, maintenant, on voit qu'on est arrivé, on est monté au cours des dernières années de façon exponentielle dans la formation, le nombre d'enseignants formés. Alors moi, je me dis, il y a trop d'enseignants et est-ce qu'ils sont capables d'en vivre? Ça, c'est une chose. Mais en même temps, s'il y a beaucoup d'enseignants, ça veut dire que ces enseignants, ils sont capables de travailler avec des petits groupes et d'apporter à ces petits groupes quelque chose qu'ils ne trouveraient pas. Je me rappelle des conventions Iyengar, à l'époque où nous pratiquions le yoga Iyengar, où on se retrouvait dans un gymnase à je ne sais plus combien, 500, 600, tous alignés, le tapis au cordeau avec 2 cm qui séparent chaque tapis, et tous à faire exactement la même chose, qui était une très belle chose. Le yoga Iyengar est magnifique, mais c'est pas du tout la même chose que d'avoir quelqu'un qui vous enseigne en direct. Alors voilà, est-ce que le yoga ira aux Jeux Olympiques? On n'en sait rien. Moi, personnellement, je pense que je m'intéresse pas beaucoup au sport à la télé. Je préfère pratiquer. Mais s'il y avait du yoga aux Jeux Olympiques, pourquoi pas? Oui, Delia. Je viens d'apprendre, il y a 2 jours à peine, que en fait, le yoga a déjà été introduit aux Jeux Olympiques l'année dernière par le Conservatoire indien de Paris, une association qui est dans le 16e arrondissement. Et sur leur site internet, il y a la lettre du Premier ministre de Narendra Modi qui les félicite d'avoir mis le yoga dans les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. En démonstration. En démonstration? Ouais, si je puis me permettre, oui. C'est les Indiens qui ont inventé les compétitions de yoga, et depuis longtemps. Personnellement, le Swami Satchidananda, il voulait me former pour que je le représente et que je fasse des compétitions de yoga. Mais en fait, c'est des compétitions qui ne sont pas vraiment... Ils n'ont pas les mêmes critères de jugement que nous. Il y a le critère de la performance. Alors, il y a des catégories, il y a les enfants, il y a les adultes, et puis au-delà d'un certain âge, il y a encore d'autres catégories. Mais les critères de jugement, ça peut être, par exemple, pas seulement l'hypersouplesse, ça peut être aussi la qualité de la peau. Bien sûr. Et donc, ce sont les juges sont d'éminents yogis et qui discutent entre eux et qui ont des avis vraiment tout à fait pointus. Et puis la deuxième vague d'hyper-compétition du yoga, c'est les Russes et les Ukrainiens. Alors, ils sont très forts. Ça, c'est clair. Les Ukrainiens, ils sont incroyables. Incroyable, oui. Ils sont arrivés à l'Union européenne de yoga en 2016 et c'est vrai qu'on a vu la différence parce que ce sont des sérieux pratiquants du yoga, vraiment. Et dans tous les domaines, dans tous les domaines. Que ce soit méditation, que ce soit yoga de l'extrême, que ce soit sur les aspects philosophiques. Ah oui, ils sont impressionnants. Les Ukrainiens ont inventé cette vision. Les Russes avaient une grosse avance sur nous. Sur la compréhension de l'Inde, c'était de meilleurs sanskritistes que nous, et ils avaient une compréhension du yoga qui était vraiment à la fois spirituelle et très technique. Et les Russes, ils ont eu Dhirendra Brahmachari qui a eu... Oui. Entre autres. Ouais. Alors oui, donc ce qui a beaucoup changé aussi au cours de cette décennie, tout au moins sur l'Europe, enfin je pense que dans le monde entier, c'est donc je disais l'explosion du nombre de formations et de l'offre de formation, la tendance à la professionnalisation. Après le confinement, enfin il y a certainement eu beaucoup de personnes qui se sont dit je ne veux plus de cette vie, cette course, the rat race, etc. Et donc qui se sont inscrits pour devenir enseignants de yoga et changer de vie, puisque c'est aussi ce qu'avait exprimé une partie des personnes interrogées par le SNPY, qui était que le yoga, ça leur permettait d'être en accord avec leurs valeurs. Leur valeur de vie, d'être en conscience. Et donc, il y a eu un changement. Et nous, c'est vrai, on le constate, parce que, juste anecdote, le lieu où on habite, quand on est arrivé en 2003, il y avait une enseignante de yoga, Iyengar. Voilà, donc, on est allé pratiquer avec elle. Et maintenant, je ne sais pas, dans notre quartier, il y a une vingtaine d'offres de pratiques de yoga en tout genre, divers et variés, et qui trouvent son public.
mais évidemment qui trouve son public qui se fragmente, puisqu'il n'y a quand même pas une multiplication de la population en conséquence. Après, c'est vrai que le fait d'aller vers des plus petits groupes, enfin, on le voit bien aussi, hein, les enseignants disent, on voit bien que depuis le confinement, c'est terminé des grands groupes de pratique. Je me retrouve avec entre 6 et 10 personnes à mes cours. Je parle de la moyenne des enseignants. Hein. Je ne parle pas des vedettes ou des gens qui ont un public important qui les suit, mais je parle de l'enseignant, monsieur tout le monde, de l'enseignement du yoga. Et donc, ceux-là, c'est aussi pour leur public, c'est une chance parce que comme il y a un vieillissement, ou en tout cas il y a des modalités de vie, on est sur des chaises, on est devant des écrans, on est toujours dans la voiture, on est dans les transports, on ne se bouge pas beaucoup, sauf ceux qui sont assez sportifs, et ben c'est bien que l'enseignant puisse, pas forcément individualiser en s'adressant directement à la personne, mais en tout cas orienter la façon dont il propose ses cours pour aider à la progression de ces personnes. Bon, adaptation au public, on a vu se multiplier. Il y a le yoga pour les femmes, le yoga pour les enfants. Jeannot Margier propose, enfin ça ne fait pas au cours des 10 dernières années, mais quand même, depuis ces 10 dernières années, ça a beaucoup progressé. Et ça aussi, c'est une très bonne chose, le yoga sur chaise, donc l'adaptation au public. Et voilà, bon, le reste, je pense qu'on a discuté. Alors, ça c'était un petit truc personnel parce que j'ai fait cette petite liste parce que ce qui est fabuleux dans le yoga, et ça c'est pas des 10 dernières années, c'est que on peut trouver l'inspiration, c'est ceux qui nous inspirent, hein, des êtres de chair, des êtres de papier, et puis maintenant du numérique. Donc ça veut dire il y a des écrits, à Vallon, La puissance du serpent, la Bhagavad Gita, John Blofeld qui a écrit un livre magnifique sur les mantras et comment la pratique des mantras peut nous transformer. Voilà, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on était allé en formation auprès de Rodolphe au Cefito pour bénéficier de ses enseignements sur les mantras. Voilà, donc il y a des maîtres de papier, et puis bon, il y a des maîtres physiques qu'on a la chance de croiser. Donc j'en ai signalé quelques-uns ici, et je leur en suis très reconnaissante. Et quand même, dans ces 10 dernières années, puisque l'idée c'était de parler de 2015-2025, je voudrais rendre hommage à Marc-Alain Descamps, une figure importante du yoga en France, parce que lui, il pratiquait le yoga, il est allé en Inde, il a rencontré des maîtres, etc. Je crois que lui, c'était Patabi Joyce, son maître. Mais il a adapté le yoga en incluant la psychologie, la psychanalyse, puisque c'était son point fort. Et donc, il a travaillé il a publié Psychologie du yoga, les effets du yoga sur l'inconscient, ou Tantrisme et sexualité sacrée, pour explorer le lien entre énergie sexuelle et spiritualité, ou Yoga Nidra et relaxation profonde. Et nous, on a eu la chance de participer à quelques séances avec lui avant qu'il arrête d'enseigner. Et c'est vrai qu'il avait une façon d'aborder le yoga nidra que je n'ai croisé nulle part ailleurs, qui était profondément transformatrice, parce qu'elle nous faisait travailler sur des couches profondes de notre psyché. Et aussi le livre que tu peux citer de Sylvia Cecco-Mori, 100 ans de yoga en France. Mm-hmm. Alors maintenant, il faudrait compter au moins 120. Oui, 120. Mais c'est un livre qui est très intéressant. Mm. Enfin, là, moi, je parle de Marc-Alain Descamps parce que je l'ai connu personnellement et je voulais lui... Marc-Alain Descamps était un des premiers aussi à s'intéresser déjà à l'histoire du yoga. Exactement. Oui, il a écrit un livre sur 10 femmes remarquables du yoga en France. Quand même, il a eu le courage de faire ça. Et Jean Papin aussi, auquel je voudrais rendre hommage. Donc Marc-Alain, il est parti en 2023 et Jean Papin nous a quittés en 2021. Donc qui était un philosophe et maître de yoga tantrique et grand sanskritiste, puisqu'il a traduit la Garanta Samhita entre autres. Il a traduit la Charaka Samhita, c'est-à-dire la Bible de l'Ayurveda. Et c'était quelqu'un, on a eu la chance de pratiquer quelques séminaires, 3 fois une petite semaine avec lui, qui apportait vraiment une dimension profonde, au-delà des postures, à la pratique avec lui. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage, parce qu'il a fait partie de nos 10 dernières années. Alors,
Donc, on a toujours, en fait, il n'y a pas d'antinomie. Le yoga, il existe depuis toujours. Il se transforme. Il n'est pas immuable. Il évolue en fonction du contexte. Il évolue pour chacun en fonction des personnes qu'on va rencontrer, des opportunités qu'on va avoir. Souvent, on entend dire, oui, le Hatha Yoga, qui est malheureusement trop souvent amalgamé à du yoga postural et seulement du yoga postural, ce qui est complètement faux, parce que ce n'est pas que ça. Et donc, on entend dire, oui, maintenant, tout le monde pratique des asanas, tout le monde n'enseigne que des asanas, ça n'a plus rien à voir, le yoga est dénaturé. Et en fait, Gérard Blitz, qui était donc la personne qui avait fondé l'Union européenne de yoga avec Gilbert Trigano à l'époque, a publié un petit ouvrage, Yoga, la règle du jeu, dans lequel il disait les deux sont absolument indissociables. Hatha Yoga, il est nécessaire les 8 membres du yoga pour conduire à Raja Yoga, les plus hauts sommets de la conscience, et les deux se complètent. Et j'avais trouvé ce petit diagramme dans un article, donc là vous n'allez pas forcément pouvoir bien le lire, mais qui dit qu'en fait, voilà, les gens arrivent à la pratique du yoga parce qu'ils ont des problèmes existentiels, des problèmes de santé, ou simplement par curiosité, ou par coïncidence. Leur chemin de vie fait que... Moi, je suis tombée en yoga parce qu'un jour, là où je travaillais, j'allais faire des cours, j'allais faire de la gym, courir, etc. le midi. Et un jour, une jeune prof en formation de l'école de la rue Aubriot, de la FNE, a débarqué et a donné des cours de yoga. Et moi, qui n'avais pas entendu parler du yoga auparavant, le premier cours de yoga, je me suis retrouvée soulevée à 40 cm du tapis, pas en vrai, bien sûr, en virtuel. Et ça a été quand même une révélation de qu'est-ce que c'est que cet objet qui nous transforme de façon si directe. Voilà. Bon, après, j'ai compris que évidemment, c'était pas que ça, mais c'était une belle introduction en matière. Et donc, les gens, oui, ils vont dans les classes de yoga, ils se sentent de mieux en mieux, ils ont la forme physique, tout va bien. Ils ont une nouvelle forme de conscience d'eux-mêmes, mais également de conscience. Donc, ils changent leur mode de vie. Et petit à petit, la spiritualité, la conscience du soi, de l'universel, apparaît et s'intègre dans leur mode de vie, puisque ils l'ont dit eux-mêmes, c'est indissociable, c'est leur chemin de vie, c'est leur chemin de vie. Voilà, donc j'avais résumé, bien-être, forme physique, développement personnel, etc. Donc c'est vrai que dans cette société contemporaine, dans laquelle la religion... Alors, perd ses marques, en tout cas pour les religions qu'on avait précédemment en France en particulier. On a des rapports différents et on a une évolution vers cette forme de spiritualité que nous apporte le yoga. Et chacun a son degré d'implication, qui est en fonction de là où il est dans le chemin à l'instant T et de l'énergie qu'il veut y consacrer. Voilà. Donc le yoga est mort, vive le yoga. Donc ça, c'est une représentation des 5 koshas que j'avais faites à partir de la Taittiriya Upanishad. Voilà. Donc ce dont je vous ai parlé, c'est un éclairage évidemment qui est totalement subjectif, qui est complètement partiel, qui peut être réfuté sur nombre de points, mais l'idée c'est d'ouvrir plutôt à la discussion et à la réflexion. Tout ça, c'est quand même le résultat de nombreuses rencontres en yoga au cours des dernières décennies, et j'en remercie les uns et les autres pour tout ce qu'ils nous ont apporté, que ce soit les pratiquants avec lesquels on partage un coin de tapis pendant une séance ou une méditation, ou nos enseignants qui nous ont quand même bien nourris. Et justement, je me dis, oui, il faut vraiment veiller à nourrir ce qui est précieux. Donc, continuer à diffuser le yoga, chacun le yoga selon la conception qu'il en a, et ne pas laisser envahir des formes de dégradation. Donc, il faut être vigilant, courageux, et puis en même temps rester dans la simplicité, parce qu'après tout, le yoga, j'aime beaucoup cette phrase là de Zimmer, le message ineffable
perpétuellement renouvelé en modalités diverses que les philosophes qualifient, qu'ils étudient, qu'ils décortiquent, des typologies, etc. Enfin, ce qu'on vient de, ou les philosophes ou les statisticiens ou n'importe qui se penche sur le yoga vu de l'extérieur, hein, que les philosophes qualifient et que les adhikarines, les êtres spirituels, transcendent, puisque après tout, c'est aussi ce à quoi nous aspirons, enfin en tout cas certains d'entre nous. Et bon, je me suis permis, après tout, modestie mise à part, c'était la définition lorsqu'on avait fait cette enquête en 2019. Je ne sais pas si je donnerais cette définition, enfin peut-être je ne la donnerai pas comme ça maintenant, mais en tout cas je la ressors. Donc j'avais dit que le yoga est le but, le moyen, le chemin, et que lorsqu'il est pratiqué avec sincérité, il donne son sens à la vie humaine. Mais le yoga, en fait, c'est pas plus le but que le moyen, que le chemin. Et lorsqu'il est expérimenté pleinement, indicible, il est secret, et cependant, chacun peut y accéder. Je vous remercie. Mais bien sûr, Rodolphe. Est-ce que tu pourrais revenir sur les premières pages, sur la datation? Oui, vas-y. Alors celle-là? Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des... ça sera juste après. Yoga classique, yoga classique. Yoga classique. Aujourd'hui, la plupart des sanskritistes considèrent que le Yoga Sutra de Patanjali, c'est 4e siècle. Alors figure-toi, j'avais une autre slide dans lequel j'avais 400, tu vois, mais avec un point d'interrogation parce que quand même, ça se discute. En fait, si tu passes à la page d'après, ouais. Entre le 4e siècle et les premiers textes, non pas les textes tantriques, mais les textes de Hatha Yoga, il y a au moins 5 siècles, on va dire même 6. Et maintenant, il y a un texte qui a été découvert, qui s'appelle la Dharmaputrika Samhita, nommé Dharmaputrika, qui est un texte essentiellement sur le yoga, un long texte, et qui fait, c'est vraiment le chaînon manquant entre la première période très intellectuelle de Patanjali et les premiers textes du Hatha Yoga médiéval. Et ça, c'est Christelle Barrois qui a découvert ça dans une bibliothèque au Népal et qui travaille dessus depuis déjà pas mal d'années. Malheureusement, c'est une chercheuse qui est très lente. Et elle travaille toute seule. Oui, elle travaille toute seule. Elle ne veut surtout pas être associée à d'autres. Partager. C'est son affaire, c'est son secret. Okay. Moi, elle habite à côté de chez moi, elle habite à Saint-Brieuc, mais c'est extraordinaire les informations qu'on a dans ce texte de la Dharmaputrika Samhita, et notamment l'importance du pranayama et les buts du yoga qui reviennent systématiquement à savoir sortir de son corps pour aller dans un autre corps. Ah. Oui, effectivement, c'est très tantrique. Mais pas encore publié. Ah ben non. Pas publié, mais il y a quand même des extraits qui sont publiés. Vous cherchez Christelle Barrois et vous trouverez des articles scientifiques en anglais. Ok, merci. B-A-R-O-I-S, Christelle. Alors j'avais prévu un peu de pratique parce que j'avais aucune idée de la durée que ça allait prendre. Mais bon, là, il est 12h27, donc je vous propose, je vous souhaite un bon repas, un bon appétit. Merci à vous.